Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être présents pour cette présentation de Delta Drone. Je suis avec Christian Viguier qui est président de cette société. Et donc on a, comme dans toutes les agoras des présidents, un quart d'heure devant nous pour que vous connaissiez mieux Delta Drone. Donc ma première question, monsieur Viguier, sera, les drones, c'est un sujet à la mode. On ne parle que de ça, ça va être à nouveau le cadeau de Noël vedette. Cette fois-ci. Mais il y a plein de choses dans les drones. Investir a consacré il y a quelques semaines un dossier au secteur et il y a des drones militaires, il y a des drones civils. Dans les drones civils, il y a des drones professionnels, des drones plutôt de loisirs. Vous vous situez où dans ce vaste monde des drones? Que faites-vous et que proposez-vous? Il y a des fabricants, il y a des exploitants, il y a des distributeurs. Donc, où vous situez-vous dans toute cette chaîne de valeur sur les drones? Alors, je vais essayer de faire une réponse résumée, synthétique. Nous nous situons résolument dans le monde du drone à usage professionnel et du drone civil à usage professionnel. Et en réalité, notre activité consiste à développer une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, elle s'efforce d'être complète depuis la phase amont de la préparation ce qu'on appelle une mission, c'est-à-dire qu'on va vérifier, valider, obtenir toutes les autorisations nécessaires pour que la mission se passe de la manière la plus satisfaisante en termes de sécurité des personnes et des biens. Donc ça, c'est un processus qui est assez complexe, qui est opéré chez Delta Drone par une filiale dédiée qui est composée d'anciens fonctionnaires de police et qui sont des experts en matière de sécurité publique. Ensuite vient la phase d'acquisition proprement parlée de la mission. Et cette mission, elle est opérée chez nous principalement au moyen de drones que nous fabriquons, que nous concevons. Ils sont fabriqués à Grenoble, dans le département de l'Isère. Et ces drones, ils sont fabriqués à usage exclusif des prestations qui sont offertes par le groupe Delta Drone. En d'autres termes, nous ne vendons pas de drones à l'extérieur. Au-delà du simple modèle économique, une des raisons pour lesquelles nous ne vendons pas des drones, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir l'assurance de la traçabilité des personnes à qui, in fine, on vend des drones. Et on considère chez Delta Drone que, de fait, on se place en contradiction avec la loi. Alors la loi, elle est appliquée de manière un peu aléatoire aujourd'hui parce que le marché est nouveau, mais la réglementation va se durcir. Les pouvoirs publics vont prêter beaucoup plus d'attention à cette traçabilité de ces engins qui sont possiblement des armes. Et nul doute que le monde des bisounours qu'on connaît aujourd'hui au niveau des drones d'une certaine taille, j'entends pas des jouets, eh bien c'est un monde qui va changer parce que c'est un peu n'importe quoi. Je ferme la parenthèse. Une fois que nous avons réalisé cette acquisition, il y a une opération complexe de transfert des données. Quand on acquiert des données de plusieurs gigas au centre d'une mine perdue à 200 km de toute ville en Afrique du Sud, il faut savoir transférer les données avec des moyens, des infrastructures relativement puissantes de télécommunication, parce que le client va exiger une restitution de ces informations traitées, parfois sous 48 heures. Ensuite, ces données, elles viennent dans un centre de traitement, et ce centre de traitement, il est mutualisé parce que ça demande une infrastructure informatique extrêmement importante, et ce centre de traitement, il est organisé par vertical métier, c'est-à-dire par expertise métier. Et une fois que les données sont traitées, eh bien, on obtient des livrables, ce qu'on appelle des livrables, qui sont immédiatement utilisables par les clients. Et ces livrables leur sont restitués par voie de téléchargement sur un système de cloud computing que nous avons développé, qui est exclusif à Delta Drone. Donc vous êtes une société de services donc, qui intervenait pour des clients. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples soit de clients, soit de types de missions que vous pouvez faire? Et ça se fait au travers de contrats sur quelle durée? C'est un contrat ponctuel ou c'est un contrat sur 2 ans, 3 ans? C'est des contrats qui sont assez longs à mettre en œuvre parce que c'est une offre de service qui s'adresse pour l'essentiel à des sociétés de taille relativement significative. Et le drone, il a cela de fascinant, c'est que on en parle à qui que ce soit et tout le monde a des idées d'utilisation du drone.
Et, donc, donnez-nous des exemples. voilà, je vais vous donner des exemples parce que la moins bonne stratégie serait de satisfaire tous ces bas instincts, de s'éparpiller, de s'intéresser à une multitude de secteurs et finalement d'aboutir à rien. Donc plutôt que de faire ça, on a décidé de se concentrer sur essentiellement 3 secteurs d'activité qui présentent une caractéristique qui est que ce sont des secteurs mondiaux à l'intérieur desquels les usages sont identiques d'un pays à l'autre. Ces 3 secteurs, ce sont les mines et carrières en premier lieu. Dans les mines et carrières, le sujet, c'est de réaliser des opérations de mesure. On va mesurer des stocks, on va mesurer des relevés de front. Donc ce sont des opérations relativement techniques qui contribuent à la bonne gestion de la carrière ou de la mine. Et dans ce cadre-là, les clients, aujourd'hui, ce sont tous les grands groupes que tout le monde connaît en France et à l'étranger, que sont Vicat, Lafarge, Holcim, Italcementi, Colas, Eurovia. Voilà les clients qui sont opérés. Nous les opérons également en Italie, en Afrique du Sud, et nous commençons à les opérer aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier débouché. Le deuxième qui est déjà considérable. Et vous comprenez bien qu'il y a une phase de lancement relativement lente, parce que quand on va opérer une carrière, on va faire des mesures en général mensuelles. Quand on va opérer dans une mine, on va faire des relevés hebdomadaires, voire journaliers. Donc ça veut dire qu'on a un long processus de test, de transfert et de traitement des données avant de multiplier les opérations sur un nombre de sites important. Mais je ferme la parenthèse des mines et carrières, sinon je pourrais en parler. Parce qu'on a un quart d'heure devant nous. Voilà. Maintenant, on n'a plus que 7 minutes. Donc. Le deuxième secteur, c'est l'agriculture. À l'agriculture, on a une activité un peu duale dans l'agriculture. Dans un premier temps, on s'intéresse à ce qu'on appelle la problématique des intrants azotés, de l'apport en azote dans l'agriculture de grande surface, essentiellement blé et colza. Et dans ce domaine-là, qui est un domaine un peu franco-français, on a fait le pari d'un partenariat avec Airbus et l'Institut Arvalis, qui est l'Institut du végétal en France. Et le drone vient en complément de l'observation satellitaire. Pour l'essentiel, on va utiliser le drone soit pour combattre le phénomène de nébulosité. Quand il y a des nuages, le satellite ne voit pas à travers. Et le drone va également servir d'assurance, d'intervention, on va dire de secours, quand on a un incident de culture. Ça demande une expertise agronomique extrêmement forte. C'est la raison pour laquelle on a noué ce partenariat avec Airbus et Arvalis. Et on a un deuxième segment dans l'agriculture. Je m'excuse d'être un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le phénotypage des cultures, qui est un secteur mondial, qui demande également une forte expertise et qui correspond à ce qu'on appelle la caractérisation végétale des plantes. Ça veut dire qu'on va analyser la composition génétique de la plante. Et enfin, le troisième secteur. Le troisième. et la clientèle, ce sont tous les groupes semenciers mondiaux sur le phénotypage. Et le troisième secteur, c'est le secteur de l'inspection industrielle, ce qui veut tout dire et rien dire. Et aujourd'hui, on est essentiellement focalisé sur un domaine particulier de l'inspection industrielle, qui est l'inspection des infrastructures hautes de relais de téléphonie mobile. Ça veut dire tous les sites, par exemple un château d'eau. En haut d'un château d'eau, vous avez des antennes de relais mobiles. C'est donc très difficile à aller inspecter. Et donc le drone est un moyen extraordinairement performant pour faire ce type d'observation. Et aujourd'hui, vous pouvez considérer que des antennes de réseau mobile, il y en a partout dans le monde, absolument partout dans le monde, donc elles se comptent en millions. Et aujourd'hui, nos premiers clients sont des opérateurs telco, essentiellement en France, en Italie et demain sans doute aux États-Unis. Alors, on comprend mieux maintenant vos métiers. On va parler un petit peu d'actualité, puisque au mois de septembre, vous avez annoncé une acquisition d'une société qui s'appelle Fly & Sense. Qu'est-ce que ça fait et en quoi ça complète vos métiers? Alors, Fly & Sense, c'est une société qui est intéressante à plus d'un titre. Premièrement, c'est un acteur historique du monde des drones civils, qui a une véritable notoriété dans le secteur, et plus spécifiquement, c'est une société qui a mis au point une solution innovante en matière de surveillance des feux de forêt.
Et Fly on Sense a aujourd'hui un premier client qui est le SDIS 40, c'est-à-dire les pompiers des Landes, avec lesquels ils ont multiplié des opérations de test. Et aujourd'hui, la solution est opérationnelle dans les Landes. Et Dieu sait que c'est un département qui est très souvent touché par les feux de forêt. On a d'autres SDIS, enfin, ils ont d'autres SDIS dans leur viseur. Ils ont également des discussions avancées au Canada. Et donc, c'est un marché qui nous intéresse parce que c'est une verticale telle qu'on les aime, avec une véritable expertise métier. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle on a fait cette acquisition. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont eux-mêmes une gamme de drones. Et l'idée maintenant, c'est de mutualiser les compétences de nos ingénieurs et de faire en sorte si je dis rationaliser la gamme, je vais faire coupeur de tête, mais optimiser la gamme. D'accord. Et si on regarde un petit peu maintenant, on va parler un peu de chiffres et de développement du groupe. La société a été introduite en bourse il y a 2 ans à peu près. Avec un parcours boursier qui est quand même assez difficile. Et puis, quand on regarde les comptes, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a 14 millions de pertes cumulées, je crois, sur les 3 derniers exercices. Donc, à quel moment peut-on, même si le projet paraît séduisant, peut-on espérer avoir des perspectives d'équilibre au niveau des comptes? Quel horizon dressez-vous pour le groupe à l'avenir? Parce que participer à un projet séduisant, c'est bien, mais il faut qu'il y ait quand même un retour pour l'actionnaire. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, hein. Vous êtes d'accord? Et moi-même qui suis actionnaire, je partage votre avis. Alors premièrement, je ne sais pas si on peut qualifier le parcours de bourse de difficile. Ce qui est certain, c'est que pour une valeur de cette ancienneté et de cette taille, il est atypique et il a été tourmenté. Alors tourmenté, ce n'est pas tout à fait pareil que difficile. Mais au-delà des aléas... des aléas quotidiens, on va dire. Ce que j'observe, moi, c'est que, premièrement, la valorisation de l'entreprise au moment de l'introduction, en juin 2013, s'établissait à 30 millions d'euros. Et 2 ans après, la capitalisation boursière oscille entre 40 et 45 millions, grosso modo. Donc, ça veut dire que la valeur... Mais il y a plus de titres. Mais il y a plus de titres. Donc, ça veut dire que la valeur boursière de l'entreprise, qui n'est pas une valeur de transaction, mais c'est une valeur quand même, eh bien, la valeur s'est appréciée. Donc, ça va dans le bon sens. Évidemment, ça s'est fait, comme vous le soulignez fort justement, ça s'est fait au prix d'une création relativement importante de titres, évidemment, qui entraîne le fait que la valeur de l'action, elle a stagné, voire elle a baissé. Donc, je comprends quelque part que certains actionnaires puissent être troublés par cette situation. Pour autant, il faut retenir le fait que si le nombre d'actions a augmenté, c'est parce que la société a fait le pari de se doter de moyens financiers suffisants pour être une véritable success story. Donc, quelque part, tout le monde, tous les actionnaires ont contribué à l'établissement de fondations solides et en se dotant de moyens importants. Parce que c'est un secteur qui est très capitalistique, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, et il y aura peu de gagnants. Ce phénomène capitalistique, il est lié d'une part à la technologie, mais surtout à la nécessité d'être mondial, d'être en tout cas international. Donc ça veut dire qu'on a tous, si j'ose dire, contribué, co-investi pour établir les bonnes fondations. Je ne sais pas si ce discours est positif pour vous, pour moi je crois qu'il l'est, parce que ça veut dire que, je vous rassure, aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'on recommence cette litanie de dilution et d'augmentation de capital. La société a un potentiel de ressources financières de l'ordre de 30 millions d'euros. J'estime aujourd'hui que c'est suffisant pour aller jusqu'au temps où nous ferons suffisamment de chiffre d'affaires pour dégager des résultats convenables. Vous allez me dire quand? Exactement. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, et je suis d'une nature impatiente. Donc, mais encore, le plus tôt possible, ça veut dire dans 5 ans ou ça veut dire dans 2 ans? Ou dans 1 an? J'en sais rien, mais je serais très dépité si c'était dans 5 ans, franchement. Et j'ai donné un premier signe, certes un peu subliminal, mais je pense que c'est un vrai signe. Vous avez sans doute observé que pour la première fois de l'histoire de Delta Drone, lors de la publication des comptes semestriels, j'ai initié la publication d'un carnet de commandes. Parce que le carnet de commandes, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Parce que, vu la typologie des sociétés avec lesquelles nous travaillons,
On inscrit notre travail dans la durée et ce carnet de commandes, on sait qu'il est signé, mais on ne sait pas encore tout à fait à quel rythme il va s'exécuter. Et donc, c'est tout le sens d'ailleurs. Il représente combien le carnet de commandes actuellement? Au 30 juin, 1,5 million. D'accord. Et le chiffre d'affaires 2015 sera de quel ordre? C'est pour donner un ordre d'idée aux personnes qui sont présentes. Il sera modeste, modeste encore. Que dire? Une partie relativement... Écoutez, sur ce carnet de commandes, je crois que j'avais publié le fait qu'il y avait 600 000 euros qui étaient embarqués sur 2015. Donc ça suggère que, compte tenu du chiffre d'affaires du premier semestre, le chiffre d'affaires 2015 dépassera le million, c'est sûr. D'accord. Je suis désolé, je ne peux pas parler de... Est-ce que vous avez un prévisionnel sur 2016 pour qu'on puisse avoir un peu une idée de la progression? On voit que vous êtes une société qui est encore en phase de démarrage. Donc, pour avoir, vous dites, de l'ordre de 1 million en 2015, ça veut dire 2016, 2-3 millions pour avoir un petit peu une idée de la vitesse de développement du groupe. Les fondations sont posées, donc à quelle vitesse se construit la maison? Il faut savoir se hâter lentement. Et donc ça veut dire que la maison se construit à une vitesse qui est une vitesse optimisée entre la capacité à croître et le respect du temps nécessaire à l'organisation, tant sur le plan humain que sur le plan technique, de se structurer et de ne pas aller plus vite que la musique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de carnet de commandes, il est probable que le carnet de commandes de 2016 sera largement plus important que ce qu'il n'a été en 2015. Maintenant, en termes de rythme d'exécution du chiffre d'affaires, j'ai une petite idée, mais au-delà de moi, Dieu seul le sait. D'accord. Merci à vous pour votre présence. On est chassé parce qu'il y a une agora qui suit tout de suite. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Monsieur Viguier, soit à la sortie, soit sur son stand qui est un petit peu plus loin. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci Monsieur Viguier.